ISO 14001. Concernant ce soir, nous allons, étant donné que le temps ne permet pas de voir tous les trois domaines, donc je vais se focaliser sur l'hygiène et la sécurité, la santé et la sécurité. Et pour les prochaines séances, nous allons voir ensemble que ce soit la qualité, que ce soit l'environnement. Donc, pour ce soir, notre objectif pédagogique, c'est de connaître les chapitres de la norme ISO 45001. Bien sûr, c'est sa première version, la première édition en 2018. Il n'y a pas de deuxième édition, pas encore, mais elle est en train d'être révisée. Et dans cette fameuse norme ISO 45001, il y a le processus de préparation et de réponse aux situations d'urgence qu'on va voir ensemble et je vais vous faire comprendre ce processus. La finalité de cette formation, c'est la formation ISO 45001 vous permettra d'appréhender les concepts fondamentaux de la santé et de la sécurité au travail. Notre planning de ce soir, comme évoqué tout à l'heure, donc je vais vous présenter une présentation générale de la norme ISO 45001 et je vais s'approfondir dans le paragraphe de cette norme ISO 45001, le paragraphe 8.2, qui traite le volet préparation et réponse aux situations d'urgence. Donc, bien sûr, je vais vous informer que la norme ISO 45001, comme les autres normes de la qualité ISO 9001 et l'autre norme de l'environnement ISO 14001, toutes ces normes comportent 10 chapitres. Mais l'information qui vous intéresse, c'est que les exigences que l'organisme qui a l'intention de mettre en place un système de management, que ce soit qualité, que ce soit hygiène, sécurité, que ce soit environnement, que ce soit un système intégré QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, les exigences commencent à partir du chapitre 4. Donc, les trois premiers chapitres ne comportent pas d'exigences. Ce sont des chapitres à titre d'information. En ce qui nous concerne, concernant ce soir, ce sont les exigences. Qu'est-ce qu'un organisme, qu'est-ce qu'une société doit faire, le verbe devoir, doit faire, pour avoir un système de management conforme à l'exigence, conforme au référentiel international, que ce soit qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et ce soir, nous allons voir ensemble les exigences du référentiel ISO 45001, système de management de la santé et de la sécurité au travail. Tout d'abord, la première exigence dans le chapitre 4, c'est la compréhension de l'organisme et de son contexte. Ici, il faut comprendre, c'est une exigence de déterminer les enjeux internes et externes pertinents. En fait, les chapitres et les paragraphes des trois référentiels, 9001, 14001, 45001, ce sont sous forme de chapitres avec un ordre bien défini et c'est une séquence d'étapes bien définie. Donc, lorsqu'on dit 4.1, c'est la première étape au sein du chapitre 4. Le 4.2, c'est la deuxième étape dans le chapitre 4. Et lorsqu'on va évoquer dans quelques minutes le chapitre 5,
Donc, le chapitre 5, c'est une deuxième étape par rapport au chapitre 4, etc. Donc, tout ça, ce sont des étapes successives que l'ordre ne peut pas être inversé. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer par le chapitre 6, 7 ou bien 8 avant le chapitre 4 ou bien avant le chapitre 5. Ça, c'est une information très importante. Donc, j'ai dit que la première étape au sein du chapitre 4, la première exigence, c'est qu'il faut déterminer les enjeux, que ce soit interne à l'organisme, que ce soit externe à l'organisme, et bien sûr, on se focalise uniquement sur les enjeux pertinents. La deuxième étape dans le chapitre 4, c'est la détermination des besoins et attentes. Tout d'abord, des travailleurs et autres parties intéressées. Bien sûr aussi, ici, on va se concentrer uniquement sur les besoins et attentes pertinents, les plus importants, c'est-à-dire qui ont une influence sur notre système. Après avoir comprendre l'organisme et son contexte, après avoir comprendre les besoins et attentes des travailleurs et des autres parties intéressées, on va passer à la détermination de notre périmètre d'application de notre système de management de la santé et sécurité au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Détermination du périmètre d'application, ça veut dire le champ d'application de notre système. C'est-à-dire quelles sont les activités de notre organisme que les exigences de notre système sont applicables à ces activités. Par exemple, à titre d'exemple, on peut citer la fabrication d'appareils médicaux ou bien euh, les services de travaux publics, etc. Par la suite, la quatrième étape dans le chapitre 4, c'est le fait de déterminer quels sont les processus et bien sûr quelles sont les interactions entre ces processus. Pour répondre à la première question, quels sont les processus? À titre d'exemple, on peut citer les processus d'approvisionnement, le processus de contrôle qualité, le processus de santé et sécurité au travail, le processus de fabrication, le processus commercial, le processus marketing, etc. Bien sûr, les processus peuvent différer d'un organisme à un autre. Ça, pour répondre à la première question. Pour répondre à la deuxième question, quelles sont les interactions entre les processus? Bien sûr, la réponse de cette question, la réponse à cette question, c'est la définition des éléments d'entrée. Ce que dit interaction dit éléments d'entrée et éléments de sortie pour chaque processus. Donc, nous devons définir pour chaque processus qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément d'entrée et qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément de sortie. Et bien sûr, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément d'entrée, qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément d'entrée, c'est pas suffisant. Il faut définir chaque élément d'entrée, d'où il vient, de quel processus il vient, et chaque élément de sortie, quelle est sa destination, quel est le processus qu'on doit lui livrer
l'élément de sortie de notre processus. Ça, en ce qui concerne le 4.4 système de management de la santé et de la sécurité au travail. On va passer au chapitre 5. Bien sûr, c'est la deuxième étape par rapport au chapitre 4. Donc, cette deuxième étape, le chapitre 5, il traite le leadership et la participation des travailleurs. Bien sûr, ce que dit leadership et engagement. C'est-à-dire, il doit y avoir un engagement par rapport à notre système de management de la santé et de la sécurité au travail. Par la suite, la deuxième étape dans notre chapitre 5, c'est la politique de la santé et de la sécurité au travail. Bien sûr, tout organisme qui, qui a l'intention de mettre en place un système de management de la santé et de la sécurité au travail et qui a l'intention par la suite, après avoir mis en place le système, il doit mettre en œuvre son système et par la suite, s'il a l'intention de certifier son système avec un certificat ISO reconnu à l'échelle internationale, il doit établir une politique de la santé et de la sécurité au travail. Cette politique doit, lorsqu'on dit doit, c'est une exigence, doit comporter certains engagements, certains à la fin S, engagements à la fin S. Je vais vous présenter quels sont les engagements que doivent comporter cette fameuse politique de santé et de sécurité au travail. Donc, nous sommes ici au 5.2, notre politique de santé et de sécurité au travail. Donc, notre politique doit comprendre 5 engagements. Sinon, elle sera non conforme par rapport à notre référentiel ISO 45001. Le premier engagement, c'est l'engagement à procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail et qui sont appropriées à la finalité, à la taille et au contexte de l'organisme, ainsi qu'à la nature spécifique de ces risques pour la santé et sécurité au travail et de ses opportunités pour la santé et sécurité au travail. Donc ça, c'est le premier engagement, à procurer des conditions de travail sûres et saines. Le deuxième engagement que doit comporter notre politique de santé et de sécurité au travail, c'est l'engagement à satisfaire aux exigences légales et autres exigences. Qu'est-ce que ça veut dire, autres exigences par rapport aux exigences légales? On peut citer les clauses contractuelles avec nos prestataires externes, avec nos fournisseurs. On peut citer aussi les clauses contractuelles avec nos clients, etc. Le troisième engagement que doit comprendre notre politique, c'est l'engagement par rapport à l'élimination des dangers et à la réduction des risques pour la santé et sécurité au travail. Bien sûr, tous ces engagements, ils doivent être exprimés par la direction, parce que c'est elle qui établit, qui met en œuvre et qui met à jour
cette fameuse politique de santé et sécurité au travail. Le quatrième engagement, c'est l'engagement pour l'amélioration continue du système de management de la santé et sécurité au travail. Le dernier engagement, le cinquième engagement que doit comprendre notre politique de santé et sécurité au travail, c'est l'engagement à la consultation et à la participation des travailleurs et quand il existe des représentants des travailleurs. Ici, la consultation et la participation des travailleurs, la norme a bien détaillé ce volet dans le chapitre 5.4. Voilà, consultation et participation des travailleurs. Donc ça, en ce qui concerne la politique santé et sécurité au travail. Je récapitule un peu. Donc, nous avons commencé par la première étape, leadership et engagement. Nous avons bien exprimé les engagements. Nous avons bel et bien établi notre politique et bien sûr la mettre en œuvre et la mettre à jour. Par la suite, il faut déterminer quels sont les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme. Et ça, on peut le justifier sur le plan pratique lors de la mise en place d'un système de management avec les deux méthodes. La première méthode, c'est l'organigramme et, je dis bien et c'est pas ou, et l'établissement des fiches de fonction. Chaque fiche de fonction doit comprendre deux volets. Le premier volet, rôle et responsabilité, c'est-à-dire chaque fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit exécuter, de quoi elle est responsable. Et le deuxième volet, ce sont les autorités, c'est-à-dire le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle peut, le verbe pouvoir, et non pas le verbe devoir. Le verbe devoir, c'est les rôles et responsabilités. Mais le verbe pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ce sont les autorités. À titre d'exemple d'autorité, si on peut citer l'exemple de la fiche de fonction de notre fameux responsable de la santé et de la sécurité au travail, on peut lui donner le pouvoir d'arrêter un travailleur de, de son travail s'il ne respecte pas les consignes de la santé et de la sécurité au travail. Une fois nous avons terminé cette troisième étape, rôle, responsabilité et autorité au sein de l'organisme, on peut passer bien sûr à la quatrième et dernière étape dans notre chapitre 5, c'est la consultation et la participation des travailleurs. Ce sont deux notions, ce sont deux volets différents. La consultation dans notre référentiel ISO 45001, la consultation, voilà la consultation. Donc notre référentiel, il a exigé le verbe devoir, il a exigé de mettre l'accent sur la consultation des travailleurs
non encadrant, je dis bien non encadrant, on peut le souligner, non encadrant, concernant 9 sujets. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sujets qu'on aura l'occasion dans le futur de les voir en profondeur pour les comprendre en détail. Tandis que la participation, donc nous avons dit qu'il y a deux volets, le volet consultation et le volet participation. Donc, le volet consultation, il concerne 9 sujets, tandis que le volet participation, il concerne uniquement 7 sujets. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sujets. Bien sûr qu'on peut avoir l'occasion dans le futur de les voir plus en détail, étant donné que le temps de cette séance d'initiation ne permet pas de voir tout le détail du référentiel. Ça, c'est la quatrième et dernière étape de notre chapitre 5. Maintenant, je récapitule un peu. Nous avons dit qu'il faut commencer par voir le contexte de l'organisme. Nous avons dit qu'il s'agit de comprendre l'organisme, de comprendre les besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées, la détermination de notre champ d'application de notre système, la détermination de notre système de management. Par la suite, nous avons évoqué la notion de leadership, participation des travailleurs, sans oublier, bien sûr, notre fameuse politique, les différents rôles et autorités et responsabilités des différentes fonctions et consultation et participation. Maintenant, on va passer à la grande étape et au chapitre 6, la planification. Donc maintenant, on va commencer à planifier tout ce qui concerne les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Ça, c'est la première planification. J'anticipe un peu. La deuxième planification concernant les actions pour atteindre les objectifs de la santé et de la sécurité au travail. Donc, je reviens à la première planification qui concerne les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Bien sûr, ici, il faut identifier quels sont les dangers et il faut évaluer les risques et opportunités. Par la suite, il faut déterminer quelles sont les exigences légales et autres exigences que nous avons vues tout à l'heure que notre politique comprend l'engagement à satisfaire à ces exigences légales et autres exigences. Quatrième sous-étape, le 6.1.4, c'est la planification des actions pour achever le 6.1. Par la suite, nous avons dit qu'il faut déterminer quels sont nos objectifs de santé et sécurité au travail. Et bien sûr, après avoir déterminé les objectifs,
Il faut planifier les actions pour atteindre les objectifs de la santé et sécurité au travail que nous avons déjà définis. Et comme ça, on peut passer au chapitre 7. La logique de la chose. La logique de la chose. Lorsqu'on a dit planification, c'est-à-dire c'est quelque chose à faire dans le futur. Mais pour faire quelque chose dans le futur, il doit y avoir quand même des ressources, que ce soit humaines, que ce soit matérielles, que ce soit documentaires, qui vont nous permettre à réaliser ces actions qui ont été planifiées dans le futur. C'est la raison pour laquelle, après le chapitre 6, planification, il y a le chapitre 7, support. Donc le chapitre 7, il va supporter la réalisation de la planification du chapitre 6. Comment il va supporter? Il va nous fournir les ressources nécessaires, il va nous fournir les compétences nécessaires, il va nous fournir tout ce qui est sensibilisation, prise de conscience, il va nous fournir qu'est-ce qu'il faut communiquer, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Il va nous fournir aussi toute la documentation nécessaire pour pouvoir réaliser ce qui a été planifié au sein de notre fameux chapitre 6. Donc, comme j'ai évoqué au début de notre séance, les chapitres sont bien ordonnés et la séquence de la numérotation de nos chapitres ne peut pas être permuté, ne peut pas être modifié. Si on parle du chapitre 6, planification, on ne peut pas changer le chapitre 6 dans un autre emplacement. De même, le chapitre 7 et tous les autres chapitres. Je vais entrer un peu en détail dans le paragraphe 7.2. J'espère que je veux entrer en détail dans tous les paragraphes, mais malheureusement, le temps de cette séance ne permet pas. J'espère bien qu'il y aura d'autres séances pour vous faire comprendre le détail de chaque exigence au sein de notre référentiel. Mais on va profiter du temps pour voir quelques notions et quelques paragraphes en détail. Donc, le 7.2 dans notre référentiel, il traite les compétences. Voilà, notre 7.2. Lorsqu'on dit compétences, il y a 4 exigences. L'organisme doit faire 4 choses, 4 exigences, et je répète encore une fois, même au sein des paragraphes, lorsqu'il y a des exigences, ce sont aussi des étapes. On ne peut pas permettre le petit a à la place du petit b ou bien à la place du petit c. Donc il faut, lors de la mise en place et lors de la mise en œuvre de notre fameux système de management de la santé et de la sécurité au travail, nous devons commencer par le petit a. Qu'est-ce qu'il comprend, ce petit a? Ce petit a nous exige à déterminer les compétences nécessaires des travailleurs
qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les performances en santé et sécurité au travail. Qu'est-ce que ça veut dire compétences nécessaires des travailleurs? Ça veut dire les compétences requises. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois, compétences requises? Ce sont les compétences théoriquement qu'on doit avoir au sein de notre système, au sein de notre organisme. Sur le plan pratique, on n'a pas encore ces compétences, mais on les a déterminées noir sur blanc au sein de nos fiches de fonction. Chaque fonction, qu'est-ce qu'elle doit comporter comme compétence pour réaliser ses rôles, responsabilités et autorités convenablement. Donc, pour le moment, on parle de compétences nécessaires, de compétences requises, de compétences théoriquement exigées. Étant donné, étant donné que notre système nous a exigé d'avoir des compétences, la logique de la chose qu'on doit vérifier, qu'on doit évaluer si nos travailleurs que nous avons sélectionnés, que nous avons recrutés, est-ce qu'ils possèdent ces compétences requises? Maintenant, le petit b, on va s'assurer, la deuxième étape, on va s'assurer si nos travailleurs sont compétents, oui ou non. Le petit b s'appelle les compétences acquises. Petit a, compétences requises. Petit b, compétences acquises. Acquises sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriée. Petit c, troisième étape. La troisième étape, c'est par rapport au résultat du deuxième étape. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, nous avons dit que la deuxième étape, c'est l'évaluation, c'est la vérification. Est-ce que nos travailleurs sont compétents, oui ou non? Si on va supposer le résultat de notre évaluation, il s'agit qu'il y a des compétences qui manquent par rapport au petit a, par rapport à ce qui est nécessaire d'avoir, c'est-à-dire les compétences acquises sont inférieures aux compétences requises. Dans ce cas, on va passer à mener des actions pour acquérir et mettre à jour les compétences nécessaires. Et bien sûr, une fois nous avons mené des actions, il faut évaluer l'effectivité et l'efficacité de ces actions. Je vais m'approfondir sur ces deux petites notions. Si vous voyez très bien que chaque phrase, chaque notion, chaque mot au sein de notre référentiel nécessite une profondeur de compréhension et bien sûr, cette profondeur de compréhension va nous permettre de bien mettre en place notre système en tant que consultant puis HSE. Alors,
Je commence par l'effectivité. L'effectivité, c'est la réalisation de ces actions. Est-ce qu'elles sont effectivement réalisées? Tandis que l'efficacité, c'est, comme son nom le dit, est-ce que les actions de formation ou bien n'importe quelle autre action qui a été menée est efficace, c'est-à-dire est-ce que nous avons atteint nos objectifs, oui ou non? Pour évaluer une action de formation, je vais vous partager deux formulaires qu'on peut utiliser sur le plan pratique pour justifier que nous sommes en train d'évaluer l'action qui a été menée pour acquérir et mettre à jour les compétences nécessaires que nous avons choisi de mener une action de formation. Donc, il y a deux types d'évaluation d'une action de formation. Il y a l'évaluation à chaud. Voilà comment on peut évaluer à chaud une action de formation. Donc, on va poser la question si l'accueil qui vous a été réservé est-il, que ce soit excellent, bon, passable ou mauvais. On va poser l'action aussi concernant l'animation. Est-ce que l'expérience pratique de terrain du formateur vous a-t-elle paru riche, convenable, pauvre ou insuffisante? Est-ce que les explications données par le formateur vous ont-elles paru très claires, suffisamment claires, un peu floues, insuffisantes? Est-ce que le formateur a-t-il illustré ses argumentations par des exemples concrets que je suis en train de faire maintenant avec vous? Je suis en train d'argumenter ce qui est défini et exigé au sein de notre référentiel par des exemples concrets. Voilà un exemple de formulaire qu'on peut l'utiliser sur le plan pratique pour justifier notre conformité par rapport à l'évaluation d'une action de formation. Aussi, dans l'évaluation à chaud, on peut citer la question pour évaluer le formateur avait-il des problèmes d'expression? Est-ce que les documents fournis sont-ils riches, complets, incomplets, médiocres? Les moyens pédagogiques utilisés sont-ils très satisfaisants, médiocres ou inadaptés? L'apport correspondait-il au programme annoncé? Globalement, estimez-vous que ce stage est très utile, utile, peu utile ou inutile? On peut poser aussi la question, quand envisagez-vous de mettre cette formation en application? Tout ça, c'est un formulaire d'évaluation d'une action de formation. C'est une évaluation à chaud. Mais bien sûr, nous devons, nous devons effectuer l'évaluation de l'efficacité. Et l'évaluation de l'efficacité, on peut utiliser ce modèle de formulaire pour justifier notre évaluation de l'efficacité de notre formation. Alors, ici, on va mettre
le thème de la formation. Par exemple, initiation gratuite, devenir consultant qui HSE. Les personnes concernées, ce sont vous, tous les participants, avec les nombres des personnes. Objectif de la formation, nous avons tout à l'heure évoqué notre objectif pour ce soir, c'est de connaître les chapitres de la norme ISO 45001 et de comprendre le processus de la préparation et réponse aux situations d'urgence. Par la suite, le responsable de l'évaluation de l'efficacité. Par la logique de la chose, chaque personne qui a été formée, c'est son supérieur hiérarchique qui va évaluer l'efficacité de cette action de formation. Après avoir défini tout ça, s'il y a peut-être une observation ou une action à faire, et maintenant on va passer à l'évaluation proprement dite. Donc, il y a 4 critères d'évaluation de l'efficacité. On va mettre des notes ici pour chaque critère. Quels sont les 4 critères d'évaluation de l'efficacité? Les voilà, les 4 critères. Et voilà le barème des notes qu'on peut les mettre pour chaque critère. Alors, le premier critère, est-ce que la personne qui a été formée a utilisé ce qu'il a appris en formation à leur poste de travail? Utilisation de ce qu'il a appris en formation à leur poste de travail. On peut noter, par exemple, ici, 100%. Je vais mettre ici, à titre d'exemple, Jessica Fondo, si vous permettez, bien sûr. Donc, Jessica Fondo, elle a obtenu 100% pour le premier critère. Le deuxième critère, c'est le comportement professionnel nouveau ont été mis en adopté. Est-ce qu'il y a, après que Jessica a été formée, est-ce qu'il y a des comportements professionnels nouveaux ont été mis en adopté? Nous avons remarqué, nous, par exemple, en tant que supérieur hiérarchique, nous avons observé qu'il y a 75% presque atteint cet objectif. Donc, on peut mettre ici 75%. Vous remarquez ici que la note globale, elle est en train d'être mise à jour à chaque note pour chaque critère. Donc, ici, 75%, la moyenne, c'est 88%. Maintenant, on va passer au troisième critère d'évaluation de l'efficacité. L'impact de la formation sur les résultats de l'entreprise. Bien sûr, Jessica, elle a pu faire gagner l'entreprise après avoir effectué cette formation de santé et sécurité au travail. Elle a pu faire gagner l'entreprise de montants bien déterminés en réduisant les nombres de jours d'absence suite aux accidents de travail. Donc, on va mettre ici 100%. Troisième critère. La moyenne va modifier automatiquement, elle devient 92%. Le quatrième critère, est-ce qu'il y a des bénéfices et ou des économies réalisées? Est-ce qu'ils sont supérieurs au coût total de la formation? Cette formation
elle est gratuite. Je suis très fier pour vous. Et bien sûr, nous avons réalisé des bénéfices et des économies suite à la réalisation de cette formation, étant donné que nous avons que Jessica, elle a fait gagner son entreprise en réduisant le nombre de jours d'absentéisme suite aux accidents de travail. Donc, je vais mettre ici aussi 100%. La note globale, c'est 94%. Donc, ça, c'est un exemple d'évaluation d'une efficacité d'une action de formation. Je reviens au fameux référentiel ISO 45001 et je vais citer la quatrième étape, la quatrième exigence, c'est le fait qu'on doit conserver des informations documentées appropriées comme preuve des dites compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas dire, qu'on ne va pas se suffire de dire que Jessica est compétente. Il faut donner des preuves documentées. Sinon, on ne peut pas être conforme à cette exigence de conservation d'informations documentées appropriées comme preuve des compétences. J'espère que vous êtes en train de me suivre et de me comprendre. Maintenant, je reviens à ce que nous sommes en train de présenter. Donc, nous sommes ici, le 7.2, le volet compétences. Donc, le chapitre 7, les ressources, il faut déterminer et mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ce qui a été planifié au sein de notre chapitre 6, planification. Bien sûr, pour réaliser ce qui a été planifié, nous devons être compétents, sinon on ne peut pas réaliser ce qui a été planifié. Bien sûr, pour réaliser ce qui a été planifié, il faut sensibiliser et faire les prises de conscience nécessaires aux travailleurs pour bien réaliser ce qui a été planifié. Aussi, je répète encore une fois, pour pouvoir réaliser ce qui a été planifié, il faut bien évidemment communiquer, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Et bien sûr, notre fameuse documentation de notre système de management de la santé et de la sécurité au travail. Ici, il y a trois volets. Il y a le volet création. Création, bien sûr, la grande partie de création de notre système de commentaires est réalisée lors de la mise en place de notre système, mais n'empêche, après la mise en place de notre système, que ce soit après un mois, après une année, après X années, on peut créer de nouveaux documents pour enrichir, pour améliorer notre système documentaire. Donc ça, c'est le premier volet, le volet création. Bien sûr, ce qui a été créé peut évoluer.
C'est la raison pour laquelle le deuxième volet, c'est la mise à jour de ce qui a été créé. Et tout ça, bien sûr, doit être réalisé avec une maîtrise de nos informations documentées. Après avoir achevé notre chapitre 7, Sipor, qui vient, bien sûr, nous avons, je répète encore une fois, que notre chapitre 7, il vient après la planification. Donc, nous avons planifié, nous avons préparé toutes les ressources, toutes les compétences nécessaires, etc., pour réaliser ce qui a été planifié. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien évidemment, il faut réaliser. C'est la raison pour laquelle le chapitre 7 s'appelle réalisation. Qu'est-ce qu'il faut réaliser? Il faut réaliser tout d'abord l'élimination des dangers et la réduction des risques pour la santé et la sécurité au travail. Ça, c'est la première réalisation par rapport à notre planification. Bien sûr, après avoir éliminé les dangers, après avoir réduit les risques pour la santé et la sécurité au travail, il ne faut pas oublier le pilotage du changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque changement subi au sein de notre système de management de la santé et de la sécurité au travail doit être bien piloté et bien maîtrisé. Qu'est-ce que ça veut dire piloter et maîtriser? C'est-à-dire bien réalisé, bien suivi par rapport à sa planification. Bien sûr, tout changement doit passer en premier lieu par la planification, en deuxième lieu par la réalisation et en troisième lieu par le suivi de la réalisation et de l'efficacité. Après avoir achevé le pilotage du changement, bien sûr, il y a l'acquisition de biens et services. Et comme ça, nous avons évoqué toute la première étape de planification et maîtrise opérationnelle. La deuxième étape dans notre chapitre 8, c'est la préparation et réponse aux situations d'urgence que j'ai déjà évoqué lors du début de cette séance que nous allons voir ce soir en détail ce 8.2, préparation et réponse aux situations d'urgence. Je vais revenir tout à l'heure après avoir présenté tous les chapitres de la norme ISO 45001. Je vais revenir à cette fameuse préparation et à cette fameuse réponse aux situations d'urgence avec des exemples pratiques concrets. Maintenant, l'avant-dernier chapitre, c'est le chapitre évaluation des performances. D'après vous, pourquoi l'éditeur de notre référentiel a appelé le chapitre 9 évaluation des performances? Parce que bien évidemment, c'est l'étape qui suit le chapitre 8 réalisation. Quelle est la logique?
La logique, après avoir réalisé, c'est-à-dire le chapitre 8, il faut évaluer. Chapitre 8 s'appelle réalisation, chapitre 9 s'appelle évaluation, c'est-à-dire nous allons évaluer ce que nous avons réalisé. Tout d'abord, nous allons commencer par le 9.1. 9.1, il s'appelle surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance. Ici, il y a quatre notions successives sous forme d'étapes. Toujours, on parle d'étapes. Pourquoi on parle d'étapes pour ces quatre notions? Je vais vous expliquer. La première étape, c'est la surveillance. C'est comme s'il s'agit d'une caméra de surveillance. On va mettre une caméra au-dessus de notre système de management de la santé et sécurité au travail et elle va surveiller notre système. Elle va surveiller la mise en œuvre, le fonctionnement de notre système et c'est le rôle de notre caméra. La caméra, comme vous connaissez tous, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien. Il y a uniquement la surveillance. Mais certainement, la personne qui s'occupe de cette surveillance, elle va mesurer ce qui a été surveillé. C'est la raison pour laquelle ici, on va parler de la mesure de ce qui a été surveillé. Bien sûr, si on va mesurer, on va y avoir des calculs, des statistiques, des données que nous devons analyser. C'est la raison pour laquelle la troisième étape s'appelle analyse. Après avoir analysé, bien sûr, il faut évaluer notre analyse. Est-ce que c'est une analyse que qu'on peut évaluer que c'est une analyse positive, conforme, ou bien c'est une analyse négative qui n'est pas conforme à nos exigences que nous avons définies au sein de notre système. Dans notre paragraphe 9.1, il y a l'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité, dans notre référentiel, voilà. Donc, l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus permettant d'évaluer la conformité aux exigences légales et autres exigences. Si vous vous rappelez que nous avons déjà évoqué ce volet exigences légales et autres exigences et que nous avons dit qu'il faut déterminer quelles sont les exigences légales et autres exigences. Et j'ai cité tout à l'heure à titre d'exemple, qu'est-ce que ça veut dire autre exigence? J'ai dit qu'il s'agit peut-être, qu'il peut s'agir des clauses contractuelles avec nos prestataires externes ou bien avec nos clients.
Tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut déterminer quelles sont les exigences. Maintenant, il faut évaluer la conformité. Est-ce que nous sommes conformes par rapport à ces exigences légales et autres exigences? Alors, donc, nous avons évalué la conformité. Dans notre chapitre 9 qui s'appelle Évaluation des performances, nous pouvons utiliser comme méthode d'évaluation des performances les audits internes. C'est une méthode que nous devons, c'est une exigence, c'est une méthode que nous devons utiliser, c'est-à-dire nous devons réaliser des audits internes pour évaluer la, la performance de notre système de management de la santé et sécurité au travail. Bien sûr, cette exigence, elle existe aussi dans les autres référentiels 9001, système management qualité. Elle existe aussi dans le référentiel 14001, système de management environnemental. Ce qui dit réalisation d'audit interne dit bien évidemment il faut programmer cet audit interne. La deuxième méthode que nous devons, c'est une exigence, le verbe devoir. La deuxième méthode que nous devons utiliser pour pouvoir évaluer les performances de notre système, c'est notre fameuse revue de direction. Ce qui dit revue de direction dit que nous devons préparer notre revue de direction qui doit comprendre deux volets. Le premier volet que doit comprendre notre revue de direction, ce sont des éléments d'entrée. Le deuxième volet, ce sont des éléments de sortie. Ça nous rappelle tout à l'heure que nous avons évoqué lors du paragraphe 4.4, nous avons dit ici qu'il faut déterminer nos processus et chaque processus, il doit avoir des éléments d'entrée et des éléments de sortie. C'est la même logique ici pour la revue de direction. Nous devons préparer des éléments d'entrée et nous devons préparer des éléments de sortie. Revue de direction. Voilà, revue de direction. Donc, dans notre revue de direction, nous avons des exigences en tant qu'élément d'entrée du petit a jusqu'à petit g. Tout ça, ce sont des éléments d'entrée exigés par notre référentiel, qu'on aura l'occasion dans le futur de les voir en détail. Aussi, il y a des exigences en tant qu'élément de sortie de la revue de direction et voilà ce qui a été exigé de mettre
dans notre revue de direction en tant qu'élément de sortie qu'on aura l'occasion dans le futur de les voir en détail dans d'autres séances de formation. Alors, quelle est la logique de notre fameuse revue de direction? Moi, personnellement, que ce soit dans l'émission de formation, que ce soit dans l'émission de mise en place, que ce soit lors de l'enseignement des étudiants dans leur master professionnel, j'explique que cette revue de direction, comme s'il s'agit dans le domaine médical, c'est comme s'il s'agit d'effectuer un bilan médical, c'est-à-dire un patient, il va s'adresser à son médecin, il n'est pas content de sa santé, il ne se sent pas bien, il va s'adresser au médecin. Le médecin va demander des analyses dans le laboratoire d'analyse, il va demander des radios, etc. Donc, le patient va apporter le résultat de ces analyses au médecin. Le résultat de ces analyses, ce sont les éléments d'entrée de notre revue de direction. C'est le bilan de notre revue de direction. Maintenant, le médecin va lire le résultat de ces analyses pour voir l'état de santé de son patient. Il y a quelques analyses qui ont dépassé le seuil de tolérance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conformes aux normes médicales. Dans ce cas, le médecin va remplir l'ordonnance médicale, il va mettre des médicaments pour améliorer la santé et l'état de santé de son patient. Ces médicaments, l'ordonnance, c'est l'élément de sortie de la revue de direction. Donc, c'est ça la logique d'une revue de direction. On peut aussi comprendre cette logique avec le domaine financier. Notre comptable va nous préparer un bilan financier qui comprend le résultat, que ce soit bénéficiaire ou déficitaire de la société. Ce bilan, ce sont les éléments d'entrée. Lorsque le propriétaire de la société va lire son bilan de son société qui a été préparé par son comptable, il va décider d'investir, il va décider de compresser les charges, il va décider de construire une nouvelle usine, etc. Ces décisions, ce sont les éléments de sortie de notre revue de direction. Voilà pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire revue de direction. Maintenant, le dernier chapitre, c'est le chapitre amélioration. Bien sûr, nous devons réaliser des améliorations, sinon on ne peut pas coexister avec nos concurrents, avec le contexte dans lequel notre organisme existe. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 10? Il y a
deux, deux, grands, deux grandes notions. Le dispose de événements indésirables, non-conformité et actions correctives. Le voilà, dispose. Les exigences dans le dispose, notre référentiel, lorsqu'un événement indésirable ou une non-conformité se produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout ça, de A jusqu'à petit g. Tout d'abord, il faut réagir rapidement face à l'événement indésirable ou face à la non-conformité. Et le cas échéant, il faut agir pour le maîtriser et le corriger. Il faut aussi faire face aux conséquences de l'événement indésirable ou de la non-conformité. Par la suite, il faut évaluer avec la participation des travailleurs que nous avons évoqués ensemble ce soir dans le paragraphe 5.4 et évaluer l'implication des autres parties intéressées pertinentes. Qu'est-ce qu'il faut évaluer? Il faut évaluer s'il est nécessaire de mener une action corrective pour éliminer les causes fondamentales de l'événement indésirable ou de la non-conformité. Pourquoi? Afin qu'il ne se produise pas ou n'apparaisse pas ailleurs. Comment? En analysant l'événement indésirable ou en effectuant la revue de la non-conformité. Par la suite, deuxième étape, en recherchant et analysant les causes de l'événement indésirable ou de la non-conformité. Par la suite, en recherchant si des événements indésirables similaires se sont produits ou si des non-conformités similaires existent ou s'ils pourraient éventuellement se produire. Par la suite, il faut revoir, lorsque pertinent, les évaluations existantes des risques pour la santé et la sécurité au travail et des autres risques que nous avons déjà évoqués ce soir dans le paragraphe 6.1. Par la suite, il faut déterminer et mettre en œuvre toutes les actions requises, y compris des actions correctives, conformément à la hiérarchie des mesures de prévention qui a été définie dans le paragraphe 8.1.2 et au pilotage de changement 8.1.3. Par la suite, nous devons évaluer les risques pour la santé et la sécurité au travail liés aux dangers nouveaux ou différents avant de mener des actions. Bien sûr, on va passer à l'examen de l'effectivité et l'efficacité de toute action mise en œuvre, y compris toute action corrective.
finalement modifier si nécessaire le système de management de la santé et de la sécurité au travail. Tout ça, bien sûr, en bref, qu'est-ce qu'il faut faire face à un événement indésirable ou face à une non-conformité. Finalement, le dernier paragraphe, c'est l'amélioration continue. Bien sûr, ici, l'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'effectivité et l'efficacité de son système de management de la santé et de la sécurité au travail. Comme ça, je viens d'achever la première partie de notre séance. C'est le fait de vous faire présenter et de vous faire connaître tous les chapitres de la norme ISO 45001. Maintenant, je vais entrer en profondeur dans notre paragraphe 8.2, préparation et réponse aux situations d'urgence. Voilà ce que nous allons voir maintenant en profondeur avec des exemples concrets. Alors, 8.2, préparation et réponse aux situations d'urgence. L'organisme doit trois étapes. Tout d'abord, il doit établir. Après avoir établi, il doit mettre en œuvre ce qui a été établi. Et après avoir mettre en œuvre ce qui a été établi, il doit mettre à jour ce qui a été mis en œuvre. Qu'est-ce qu'il doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour? Il doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour le processus nécessaire pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles telles qu'identifiées précédemment au 6.1.2.1, incluant, donc ici, il y a 7 exigences. Petit a, petit b, petit c, d, e, f et g. On va commencer par la première étape, le petit a. La première exigence, la première étape, le petit a, c'est nous devons établir une réponse planifiée aux situations d'urgence, y compris l'administration des premiers secours. Je vais vous partager un exemple concret de préparation d'établissement d'une réponse planifiée aux situations d'urgence, y compris l'administration des premiers secours. Voilà un document de réaction devant une situation d'urgence. Gestion des incendies. Bien sûr, le document s'appelle plan d'urgence. La personne qui découvre l'incendie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit alerter tout d'abord les secours en utilisant les numéros d'urgence affichés dans tous les locaux. Deuxièmement, elle doit alerter le responsable de sécurité. Après avoir effectué l'alerte, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette même personne? Elle tente de circonscrire l'incendie en employant
les dispositifs de premier secours situés à proximité, tels que les extincteurs, tels que les robinets d'incendie armés, les REA, tels que les couvertures, etc. Bien sûr, accessibles, les dispositifs de premier secours accessibles. Il se fait aider des personnes présentes à proximité. Il tente aussi d'éloigner les produits chimiques susceptibles de constituer un carburant ou un comburant additionnel pour ne pas aggraver la situation de l'incendie. Troisièmement, le chargé de la sécurité du secteur fait évacuer les locaux concernés suivant les modalités de l'instruction d'évacuation qui a été documentée au sein de notre système, instruction d'évacuation. Quatrièmement, notre chargé de sécurité du secteur engage les actions suivantes. Il bloque ou fait bloquer l'arrivée des combustibles. Il coupe l'électricité pour les secteurs concernés par l'incendie. Il protège les éventuels stockages de carburant et solvants pour ne pas aggraver la situation de l'incendie. Il prépare les éléments de protection de l'environnement, les absorbants, les boudins de blocage. Il fait intervenir les personnes éventuellement compétentes en matière de premier secours, incendie et santé sécurité au travail. Il fait évacuer les éventuels blessés et il alerte la direction. Le responsable sécurité établit un rapport qui a été documenté au sein de notre système documentaire, rapport d'incidents et accidents, un rapport relatif à cet incendie, quelles sont les conséquences et quels sont les risques nouveaux détectés. Il analyse avec la direction et les membres du comité sécurité ces résultats. Donc tout ça, c'est un exemple concret de quoi? De l'établissement d'une réponse planifiée aux situations d'urgence. Une fois nous avons établi cette réponse planifiée aux situations d'urgence, on va passer à la deuxième étape, c'est la réalisation de la formation à la réponse planifiée. Bien sûr, ici, nous avons planifié plusieurs choses, y compris l'utilisation des extincteurs. Donc, nous devons réaliser des actions de formation, comment utiliser les extincteurs, comment utiliser les REA, comment faire pour les premiers secours, comment faire pour évacuer, etc. Tout ça nécessitera des actions de formation. C'est la raison pour laquelle la deuxième étape et la deuxième exigence, c'est la réalisation des actions de formation par rapport à cette réponse planifiée. La troisième étape, mes chers participants, c'est la réalisation périodique d'essais et d'exercices visant à évaluer la capacité de réaction telle que planifiée dans notre réponse planifiée. C'est-à-dire, en deux mots, ce sont des exercices à blanc, ce sont des opérations blanches. Bien sûr, avant de réaliser, il faut planifier
les exercices à blanc. Donc ça, c'est un exemple concret de planification annuelle des exercices à blanc, exercice d'évacuation d'un blessé. C'est une victime qui s'est étouffée au fumée. Le deuxième exercice qui a été planifié, c'est l'exercice d'évacuation d'un blessé fracture ouverte. Le troisième exercice qui a été planifié, c'est un exercice de premier secours suite à un accident de travail. Le quatrième exercice, c'est la manipulation d'équipements incendie, etc. Exercice de rassemblement, simulation de déversement de matières dangereuses sur le sol. On peut planifier n'importe quel scénario qu'on juge que ce scénario peut être, il risque d'être réalisé dans le futur. Après avoir planifié, on va passer à la réalisation. Voilà un exemple concret de réalisation d'une simulation, d'un exercice d'évacuation, de manipulation d'équipements incendie et de rassemblement. Donc, ce sont trois scénarios dans une seule simulation. Évacuation, manipulation d'équipements incendie, c'est-à-dire extincteur et réa, et exercice de rassemblement, c'est-à-dire évacuation. Alors, qu'est-ce qui s'est déroulé? Voilà les consignes générales de notre exercice, de notre simulation, de notre opération blanche, de notre exercice à blanc. Ce sont des synonymes. Tout d'abord, on s'adresse à tout le personnel de garder son calme, de ne pas courir, de suivre les indications des chargés d'évacuation, d'utiliser correctement les issues de secours et ne jamais revenir en arrière. Tout ça, c'est nécessaire pour réussir à notre simulation. Bien sûr, il faut définir le lieu de l'exercice et pour chaque atelier, il faut définir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, il y a des machines, il y a deux portes principales, il y a deux portes de secours et il y a 14 employés. Dans l'atelier d'emballage, il y a des machines, il y a deux portes principales et il y a deux portes de secours. Il y a aussi 27 employés et une victime. Dans l'administration, il y a 12 employés. Dans le laboratoire, il y a 4 employés. Dans le magasin matières premières, il y a 4 employés. Dans le magasin produits finis, il y a 3 employés. Le total des personnes, c'est 64 personnes à évacuer. Le deuxième site, il y a un magasin avec 5 personnes et il y a un atelier de production avec 5 personnes. La totalité 5 plus 15, ça fait 12, 20 personnes à évacuer. La date et l'horaire de l'exercice, à 10 heures du matin, 50 minutes. Et il a duré l'exercice 3 minutes 27 secondes. Voilà la preuve de réalisation de notre opération blanche. Le scénario et la chronologie. Le 7 avril 2023, une fosse incendie est apparue
et une alarme incendie générale a été déclenchée par bouton d'alarme manuel dans tout l'atelier. C'est l'apparition d'une fausse fumée à l'entrée du hall de l'emballage. Voilà l'entrée du hall de l'emballage et voilà la fausse fumée. Par la suite, intervention des équipiers pour éteindre le feu en utilisant les extincteurs portatifs. Donc ça, c'est le deuxième simulation, c'est l'utilisation des extincteurs. Troisièmement, l'intervention de l'équipe de seconde intervention en utilisant le REA. Donc, après avoir utilisé l'extincteur, nous avons utilisé le REA, le robinet d'incendie armé. Par la suite, le feu est non maîtrisable. Le responsable déclenche l'alarme manuellement. Les équipes d'évacuation commencent à évacuer le personnel. Par la suite, nous avons remarqué que la fumée dans l'atelier de l'emballage a causé une victime. Tout ça, c'est une simulation, bien sûr. Pour se préparer au jour J. Par la suite, les secouristes interviennent pour ramasser et brancarder la victime au point de rassemblement. Finalement, voilà le point de rassemblement. Tout le personnel rejoint le point de rassemblement et l'opération de comptage commence. Le délai d'opération était de 6 minutes et 55 secondes, incluant le comptage. Et le retour à la normale a été signifié aux évacués. La durée de la phase d'évacuation est de 3 minutes 27 secondes. Nous avons effectué le même scénario dans un deuxième site de la même société. Donc, nous avons évacué le personnel. Voilà l'exercice. Et voilà le rapport de l'exercice. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Les points positifs, c'est l'opération de comptage rapide. Tout le monde a respecté son rôle, la présence d'incendie et de victimes, l'exercice inopiné et l'évacuation de la totalité du site. Tout ça, ce sont des points positifs. Les points négatifs, alarme mal entendue, alarme atelier indépendante de celle de l'administration, les guides et les serre-fils non communiqués au personnel, certains guides et certains serre-fils ne portent pas de gilet et l'électricité n'a pas été coupée. Le potentiel d'amélioration, c'est la planification d'autres exercices d'évacuation. Ici, c'est l'identité des personnes qui ont participé à cette simulation. Et tout ça, c'est pour justifier l'exigence de réalisation périodique d'essais et d'exercices visant à évaluer la capacité de réaction telle que planifiée. La quatrième étape, c'est l'évaluation des performances. Bien sûr, ici, nous avons évalué les performances par les points négatifs et les points positifs. Les points positifs,
c'est bien. Les points négatifs, ce sont des points à améliorer. Donc, nous avons évalué les performances et si nécessaire, la révision de la réponse planifiée, y compris après un essai et surtout après la survenue de situations d'urgence. La cinquième exigence, c'est la communication et la fourniture d'informations pertinentes à tous les travailleurs sur leurs obligations et leurs responsabilités. Bien sûr, chaque travailleur doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire face à une situation d'urgence. L'avant-dernière exigence, bien sûr, bien évidemment, la communication d'informations pertinentes aux intervenants extérieurs, aux visiteurs, aux services d'urgence, aux autorités publiques et, le cas échéant, aux communautés locales. La dernière étape, c'est la prise en compte des besoins et des capacités de toutes les parties intéressées pertinentes et l'assurance de leur implication selon le cas dans l'élaboration de la réponse planifiée dans la première étape. Donc, la première étape ici, c'est la prise en compte des besoins et des capacités de toutes les parties intéressées pertinentes et l'assurance de leur implication dans l'élaboration de la réponse planifiée. Finalement, tout doit être documenté. L'organisme doit tenir à jour et conserver des informations documentées sur le processus et sur les plans de réponse aux situations d'urgence potentielle. Je déclare officiellement que j'ai fini les deux thèmes qui ont été planifiés pour ce soir, la présentation générale de la norme ISO 45001 et nous avons vu en profondeur le paragraphe 8.2, la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Maintenant, je vous remercie pour votre participation et je vous cède la parole pour poser des questions et je cède la parole à Monsieur Yassine pour vous aider et vous assister. Merci, cher Amir, donc, pour la qualité d'animation de la première partie. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie consacrée pour les questions-réponses. Donc, vous pouvez poser des questions autour du support de formation de ce soir ou bien autour de la norme ISO 45001. Voilà, profitez. Donc, pour intervenir, donc, il suffit d'activer l'option lever la main. Donc, je vais partager dans le chat. Voilà, j'ai partagé des guides qui vous aident et qui vous assistent à activer l'option lever la main. Donc, maintenant, on va commencer par Monsieur Yaya Kone. Donc, je vais vous donner l'autorisation pour activer votre micro. Alors, merci beaucoup pour la parole. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, Oui, parfaitement. Merci. Super. Je suis Yaya Kone, je suis du Mali Mhm. et je remercie beaucoup le formateur pour la qualité de la formation. Maintenant, merci. moi, ma question est, le document unique d'évaluation des risques professionnels répond à quelle exigence de la norme ISO 45001? Merci. Merci à vous.